Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Scène de Presse. C'est votre plateforme de débat pour décrypter avec vous l'actualité de la semaine en toute liberté. C'est notre 286e rendez-vous en vitrine dans cette édition de Scène de Presse. Émergence du Cameroun à l'horizon 2035, les solutions du JICAM. Le groupement interpatronal du Cameroun vient de commettre un ouvrage qui compulse 100 propositions pour accélérer le décollage économique du Cameroun. Le JICAM part du constat que le document de stratégie pour la croissance et l'emploi, cadre de référence de l'action gouvernementale, n'a pas produit tous les résultats escomptés, en grande partie parce que la plupart des changements structurels attendus pour porter cette ambition sont restés lettres mortes. En se positionnant comme un appui au DSE, que peuvent changer les 100 propositions du JICAM? Interrogation centrale dans cette édition de Scène de Presse. Les travaux publics avec l'approche IMO qui tient la route, la haute intensité de main-d'œuvre prospère comme un outil majeur de développement socio-économique à travers la mobilisation de la main-d'œuvre locale. Le Cameroun vient d'abriter le 15e séminaire régional des praticiens de la haute intensité de main-d'œuvre IMO. De nouveaux horizons se dessinent et de nouvelles niches d'emploi sont explorées. Scène de Presse emprunte le chemin de l'IMO. Mesdames et messieurs, retrouvez aussi dans cette édition de Scène de Presse un double focus au ministre des Travaux publics Patrice Ambasala et le ministre des PME, de l'économie sociale et de l'artisanat Laurent Serge Toundingwa au lendemain de la 4e édition du Salon international de l'artisanat du Cameroun. Découvrez aussi le portrait de l'architecte du monument des cinquantenaires de l'indépendance et de la réunification à Boya, Kizi Tongwa, c'est son nom. Et puis, en zooming, en vedette ce soir, l'association camerounaise des anciens élèves d'ELENA, c'est à Paris, en France. Et puis, n'oubliez pas, en fin d'émission, la primeur de l'info dans les unes du lundi. Je vous propose tout d'abord de découvrir nos panélistes du soir dans ce sujet de Gisèle Ongene. Debout, assis, en vol ou en crise, toutes les postures de l'économie nationale, Roger Boutala a déjà eu à les décrypter pour le public. Un pacte tacite jamais trahi. L'ancien chef du desk économie, aujourd'hui sous-directeur des reportages à la direction de l'information radio de la CRTV, honore le deal ce soir, une fois de plus. Il est tout aussi imprégné du concept IMO, une approche qui prône l'emploi des personnes peu qualifiées ou pas du tout dans des chantiers de construction pour réduire le chômage en ville comme au village. Les avancées de ce modèle en Afrique, il en sait quelque chose. Les auditeurs fidèles de Les Matinées de l'Information, son émission des vendredis, en profiteront. Rédacteur en chef adjoint de langue française à l'Office de radio-télévision du Cameroun auparavant, sa fonction de secrétaire général de l'Association des journalistes économiques du Cameroun l'a sans doute amené à examiner avec minutie cette semaine les propositions du groupement interpatronal du Cameroun en vue d'un redécollage économique sans immersion à l'horizon. La passion sait souvent se saisir de Dieudonné et Somba pour ballotter ses émotions chaque fois qu'il sent que les intérêts du Cameroun sont menacés. Les études ont aiguisé sa lucidité mais n'ont pas ébranlé son patriotisme. L'expert en analyse financière de ce panel est un diplômé de l'Institut sous-régional de la statistique et de l'économie appliquée de Yaoundé, ICEA. Sa formation au Centre européen de développement des statisticiens pour les pays en voie de développement de Paris en France lui permet sans doute de prendre suffisamment de recul pour donner le juste prix à la vision camerounaise du JICAM. Ce fils de Konabeng Parokola nous dira en quoi l'emploi des personnes au profil moins vendable peut profiter à l'économie ou au développement d'infrastructures vitales, telles que les routes. Impossible n'est pas industriel, telle pourrait être la conviction du secrétaire exécutif du groupement interpatronal du Cameroun, JICAM. Alain Blaise Batongué et son employeur croient à une révolution économique avant même 2035, si et seulement si l'État se penchait un peu seulement sur les quelques 100 petites suggestions que son cercle de réflexion économique CREC propose au gouvernement en complément au document stratégique pour la croissance et l'emploi, le DSCE. Ce soir, il vous dit tout sur la question. Lui qui souffle depuis le 1er mars 2014 sur la deuxième bougie à ce poste. Journaliste, rédacteur en chef puis directeur de publication du quotidien Mutation autrefois, l'ancien président de la section camerounaise de l'Union internationale de la presse francophone UPF connaît des expériences professionnelles tous azimuts. Avec son diplôme de l'ESTIC et sa licence en droit public de l'Université de Yaoundé, l'ONU lui a fait confiance, la CRTV aussi. En 2011, il obtient
une distinction honorifique, celle de chevalier de l'Ordre des Arts et des Lettres de l'État français pour la contribution apportée au rayonnement de la culture en France et dans le monde. Voici un prince d'outre-palais, Barnabé Tangaranda. Il trône dans le royaume des chiffres. Brave fils des étoudis, il décrochait en 1998 un doctorat en mathématiques à l'Université Paris 9 Dauphine. Un diplôme qui lui fera manger les statistiques dans toutes les sauces. Alors que le ministère des Travaux publics s'accapare de lui, plusieurs autres institutions sollicitent son expertise. D'ailleurs, avant d'intégrer la fonction publique, le neveu d'Envogada se fait la main à travers plusieurs types de travaux. Par exemple, des travaux de modélisation et autres, où il analyse le comportement utilisateur dans un projet de Philips sur 150 000 individus entre 1994 et 1996, avant un autre travail presque similaire pour la BEAC en 1998. L'homme a plus tard étudié les moyens et les modes de financement des PME et PMI camerounaises. Enseignant d'université ou membre de l'équipe de rédaction du DSE en 2009, Pepatan Randa est à même de nous édifier sur les bénéfices de l'approche haute intensité de main-d'œuvre abrégée IMO au Cameroun en matière d'infrastructures routières et au-delà. Merci Gisèle. Nos 4 panélistes sont des nôtres. Le débat, c'est aussi avec vous. Vue du Cameroun par SMS au 81 76. Vue de France par SMS au 71 300. Vos opinions comptent aussi sur les réseaux sociaux et vos réactions sont attendues sur notre mur. Postez donc vos contributions sur notre page Facebook. Messieurs, avant d'amorcer le débat, je vous propose tout d'abord de revisiter quelques autres faits saillants de l'actualité de la semaine. C'est dans cette revue de presse une signature de Lucrèce Medou-Njemba. Dans un instant, donc, la revue de presse de Lucrèce Medou-Njemba qui revisite, comme tous les dimanches, les faits marquants de l'actualité. C'est le meilleur de l'info dans les meilleurs tabloïds de la place. Lucrèce, si cet élément est prêt, on va le découvrir. Thierry Michel à Tangana et Titus Sedzoa libéré. L'information barre la une de mutation, livraison de mardi. Les 2 hommes, désormais hors du pénitencier, ont quitté leur cellule dans la nuit. Et après leur libération, les 2 graciés du cinquantenaire, comme les appelle le quotidien Le Messager, ont pris chacun sa direction. Titus Sedzoa est allé communier avec les siens, tandis qu'un rideau de fer s'est dressé autour de Michel Thierry à Tangana. Le jour qui s'intéresse également à la première nuit de liberté des 2 anciens prisonniers a, à son tour, observé que le franco-camerounais est arrivé à l'ambassade de France sous haute protection. Il en sortira pour l'Hexagone directement, tandis que Titus Sedzoa, comme le relève mutation, reste au Cameroun et n'exclut pas un retour en politique. L'ancien secrétaire général de la présidence de la République en forme déjà le dessein, tandis que Mouchipou Seydou se contente pour l'instant de savourer sa liberté depuis mercredi dernier. L'ancien ministre des Postes et Télécommunications a lui aussi bénéficié de la grâce présidentielle. Et mutation d'observer que 4200 prisonniers sont dans l'attente. Parmi eux, ceux qui ont déjà passé plus de 10 ans en tôle. Ils sont pour la plupart certains de quitter le pénitencier dans les prochains jours et ils ont donc commencé à faire leur bagage. D'autant que Cameroun Tribune affirme à la suite du ministre de la Communication que d'autres prisonniers vont bénéficier de cette même grâce présidentielle après la première levée d'écrou de cette semaine. Et mutation de se demander jusqu'où ira Paul Biya. Le journal de Xavier Messier voudrait savoir si la volonté proclamée de décrispation politique donnera lieu à d'autres remises totales de peine. Le politologue Manasseh Aboya semble répondre à ces questions par l'affirmative dans un contexte marqué selon lui par une volonté d'apaisement. Mais la volonté d'apaisement n'exempte pas les magistrats de leurs devoirs. Le premier président de la Cour suprême les a d'ailleurs rappelés à l'ordre jeudi dernier à l'occasion de la rentrée solennelle de la dite Cour. Dans sa leçon inaugurale, Cameroun Tribune note que Alexis Dipanda-Mwele a exhorté les magistrats à se réapproprier les principes d'indépendance, d'impartialité et d'intégrité. Et ce, même si le juge subit des influences, comme le révèle le quotidien Le Jour. La rentrée judiciaire coïncide avec la rentrée des Lions indomptables. Ils affrontent le Portugal le 5 mars prochain en match amical.
Pour cette rencontre, constate Cameroun Tribune, Volker Finke opte pour la stabilité dans la sélection des 23 joueurs du 5 mars. Et à nos confrères du quotidien bleu qui l'interrogent sur ses choix, l'entraîneur confie qu'il essaye toujours de mixer les jeunes et les vieux. Des vieux et des jeunes qui évoluent hors du pays, semble préciser Mutation, qui constate qu'aucun amateur n'a été appelé par Volker Finke, pour qui beaucoup reste à faire pour relever le niveau des footballeurs locaux. Et pourtant, Cameroun Tribune croyait dur comme fer que le stage de Mbankomo était une chance, une occasion pour les joueurs locaux d'être intégrés dans les sélections nationales, notamment dans la perspective de la prochaine Coupe du Monde. Pour le moment, il n'en est rien et Mutation fait donc avec la diaspora et note qu'à quelques mois de la Coupe du Monde, certains internationaux camerounais affichent une grande forme. Jean de Makoun renchérit d'ailleurs en affirmant que le Cameroun dispose actuellement d'une meilleure équipe qu'en 2010. La revue de presse était sur la scène. Et voici le temps du débat avec une des scènes de presse, le JICAM et ses 100 propositions pour l'émergence du Cameroun avec un objectif gagner au moins un point de croissance chaque année pour avoir une croissance à 2 chiffres à l'horizon 2020. J'accueille donc avec plaisir le secrétaire exécutif du JICAM, Alain Blaise Batongue. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, Aimé Robert. Alors, vous plantez immédiatement en amorce le contexte, voilà, justification de cet ouvrage. Vous le dites sans détour dans un certain nombre d'éléments de présentation que vous avez mis à la disposition de la presse camerounaise. Le DCE, qui constitue le document de référence de l'action gouvernementale, vous pointez des performances en demi-teinte et qui ont donc engendré un certain nombre de retards dans l'implémentation des réformes structurelles pour la modernisation de l'économie camerounaise. Ai-je oublié un élément du contexte de l'avènement de ces 100 propositions? Ben, vous êtes très bien renseigné, comme d'habitude, Aimé Robert. En gros, il s'agit de cela, c'est-à-dire que nous indiquons clairement que les documents de référence sont le DSCE et la vision 2035. Nous constatons, comme beaucoup d'autres observateurs, que entre autres éléments de ce document de référence, il était question qu'autour de la décade 2015-2025, le Cameroun soit déjà à un taux de croissance situé entre 9 et 10%. Lorsqu'on regarde les dernières performances de notre économie, on se rend quand même compte qu'on est pour l'instant loin du compte. Et on indique également que lorsqu'on revisite ces différents éléments du DSE tels qu'ils ont été élaborés, oui, on se rend compte que beaucoup de choses n'ont pas été faites, surtout parce que les réformes structurelles et institutionnelles qui étaient envisagées n'ont pas toujours pris corps. Et, vous l'avez dit, la vision du JICAM, d'une part, est de mobiliser l'ensemble des acteurs socio-économiques et politiques autour de l'accélération de la croissance, de manière à pouvoir gagner un point de croissance chaque année et atteindre à l'horizon 2020 une croissance à 2 chiffres et se mettre en orbite pour atteindre l'émergence en 2035. Alors, il faut également indiquer que dans ce cadre-là, le JICAM travaille avec le secteur public, avec le gouvernement, dans un nombre important de plateformes de concertation. Alors j'ai envie de vous demander, on sait qu'il y a ces plateformes de concertation, pourquoi n'avoir pas, j'allais dire, servi de boîte à outils au gouvernement dans ce cadre, le cadre de ces concertations? On a l'impression que vous avez voulu prendre l'opinion publique à témoin en publiant cet ouvrage. Non, les cadres de concertation permettent au JICAM d'apporter ses contributions. Mais dans le même temps, le JICAM pourrait être une force de proposition pour le gouvernement, en dehors de ces cadres de concertation, à créer le cercle de réflexion économique du JICAM, qui est le CREG, et qui est donc un laboratoire d'analyse et de recherche de solutions entre théoriciens et praticiens de notre économie. C'est dans le cadre de ce cercle de réflexion économique du JICAM qu'a germé l'idée de repartir sur le DSCE, de regarder également un document très important de l'INS qui a été publié en 2010 sur le bilan des entreprises camerounaises au Cameroun, avec leurs problèmes et avec leur identification. C'est sur la base de ces 2 socles que les membres du CREG, qui sont 15 universitaires et 5 chefs d'entreprise, ont donc passé au peigne fin ces différentes propositions-là
pour en faire de nouvelles qui étaient un peu plus de 100, mais on a ramené aux 5 plus importants, aux 100 plus importantes, de manière à pouvoir ouvrir le débat et jouer notre partition dans le cadre donc de ce débat général de l'émergence du Cameroun en 2035. Nous allons évidemment explorer quelques-unes de ces propositions innovantes dans cette édition de Scène de Presse. Le temps d'accueillir avec plaisir Roger Betala, bonsoir. Bonsoir, Maire Robert. Vous êtes un habitué de ce plateau. Je voudrais vous interroger également sur ce contexte dans lequel arrivent ces propositions du JICAM, en reprenant une théorie économique qui atteste qu'il y a globalement 5 étapes pour conduire à la croissance. Et parmi ces étapes, il y a notamment la deuxième étape que les économistes qualifient de conditions préalables au décollage. L'on s'accorde là également à dire qu'il y a longtemps que le Cameroun réunit ces conditions préalables au décollage, mais le Cameroun ne décolle pas. Est-ce que vous pensez que ces 100 propositions vont créer l'électrochoc pour le décollage, qui est la troisième étape du circuit de la croissance? C'est très difficile de répondre par l'affirmative que les 100 propositions vont favoriser le décollage de l'économie. Il y a d'abord une précision, l'économie camerounaise a commencé à décoller. Elle n'a pas décollé très fortement, mais elle a quand même décollé. Et l'indicateur de ce décollage, c'est l'évolution du taux de croissance du produit intérieur brut. Lorsqu'on voit cette évolution, on se rend compte que si on part par exemple de l'année 92-93, où le taux de croissance était négatif, en 2013-2014, on se rend compte qu'il y a une évolution. Elle n'est peut-être pas forte, mais l'évolution est là. Les 100 propositions du JICAM, pour moi, leur intérêt, c'est dans le sens que ça anime le débat de l'économie. C'est-à-dire qu'ils ajoutent leur point de vue à une situation. En fait, ils participent au débat. Est-ce que c'est la solution? Je dis non, ce ne peut pas être la solution. Il n'y a pas la solution en tant que telle pour qu'une économie passe d'un point à un autre. Il y a un ensemble de mesures qui peuvent être prises et le DSE a pratiquement toutes ces mesures-là. Lorsque vous parcourez ce document, vous allez vous rendre compte qu'il est très riche. Mais il y a tout simplement un problème par exemple, de mise en œuvre de certaines réformes et de certaines décisions qui y sont contenues et des mises en œuvre qui dépendent pas toujours du Cameroun, qui dépendent également de la communauté internationale. Donc moi je dis, les 100 propositions... Et ce qui dépend du Cameroun alors, qu'est-ce que nous en faisons? On va y revenir, c'est justement ce cadre institutionnel que indexe le JICAM, le tour de terminer le tour de table et d'accueillir le troisième panéliste, Dieudonné Soba, bonsoir. Bonsoir Roger, je salue tous les téléspectateurs. Oui, alors, Roger Betala a parlé tantôt du DSE, qui, à son avis, était la boussole d'ailleurs pour conduire à l'émergence. Maintenant, il y a eu des enrichissements ici et là. Voici un nouvel enrichissement avec cet outil, ces 100 propositions, cet ouvrage qui compile les 100 propositions du JICAM. On a envie de dire que les idées fourmillent, que finalement, ce n'est pas les idées qui manquent. Est-ce que ce qui nous a manqué jusque-là, on va l'avoir maintenant que nous avons en plus les 100 propositions du JICAM? Je dois d'abord dire que quand j'ai appris que le JICAM avait commis un ouvrage, j'ai été très intéressé. Mais la première chose qui m'a un peu refroidi, c'est la faible accessibilité du document. Parce que le document coûte 20 000 francs. Et lorsqu'on sait très bien que le JICAM représente une corporation fondamentale dans l'action économique du Cameroun, que le JICAM regroupe les Camerounais les plus riches, que le JICAM s'est donné le désir d'émettre ces propositions, on sera attendu à ce que le JICAM le fasse de manière à ce que sa voix soit accessible à tout le monde et sa voix soit audible. Je crois que c'est la première chose, observation. La seconde observation, c'est que le secrétaire exécutif a dit que le document a été élaboré par 5 hommes d'affaires et 15 universitaires. Je voudrais dire que je vois déjà en fait la première limite même de ce travail. L'équipe aurait dû avoir aussi des fonctionnaires, même des vieux fonctionnaires. Parce que la première chose qu'on aurait fait, un vieux fonctionnaire, c'est de vous montrer que 100 propositions, c'est trop. Parce que si quelqu'un lit votre livre avec 100 propositions, on ne sait pas très bien ce qu'il va retenir. Et si vous voulez proposer ça au pouvoir public, on ne voit pas très bien comment les pouvoirs publics
peuvent s'éparpiller dans 100 propositions. Dans ce cas, on fait ce qu'on appelle l'analyse structurelle, qui consiste à regrouper les propositions en propositions à effet moteur, propositions à effet relais, propositions à effet résultat. Ce qui permet en réalité de vous concentrer sur les propositions à effet moteur, de manière à ce qu'on voit très bien ce qu'on peut faire. Enfin, on attendait également dans ces propositions des problèmes actuels, comme les problèmes des APE. C'est-à-dire que les propositions concernant les APE venant des hommes d'affaires auraient donné une très grosse valeur ajoutée à l'ouvrage. Des problèmes comme la subvention du pétrole. C'est-à-dire quelle est la position des hommes d'affaires vis-à-vis de ces grandes problématiques qui, en quelque sorte, constituent des épées de Damoclès sur le Cameroun. Donc, c'est grosso modo... La première impression, c'est une note de lecture... non, je dis donc... mais si c'est dit, il faut toujours encourager la publication parce que c'est elle qui est la chose la plus rare. Donc, au-delà de tout, les propositions elles-mêmes, comme l'a dit M. Roger Betala, c'est beaucoup plus une compilation des mesures qu'on retrouve ça et là dans les stratégies sectorielles. Bon, peut-être écrit de manière un peu plus solennelle, avec une phraséologie beaucoup plus magistrale, mais enfin, c'est grosso modo, lorsqu'on voit les stratégies sectorielles qui sont des déclinaisons opérationnelles dans les secteurs du DSE, on n'a pas inventé la poudre à canon. Grosso modo, c'est les mêmes propositions. Alors, le secrétaire exécutif du JICAM répondra tout à l'heure, le temps d'accueillir le docteur Taranda. Bonsoir, docteur. Bonsoir, Aimé Robin. Vous êtes, j'ai failli dire un privilégié sur ce plateau parce que on parle DSE, vous faisiez partie du groupe des rédacteurs de ce DSE. Et Roger et Dieudonné Somba l'ont souligné, le DSE a ratissé quasiment tous les secteurs de la vie nationale, dont le problème est moins les idées que l'implémentation de ces idées. Le JICAM le souligne également dans son contexte. Qu'est-ce qui peut changer? En quoi les 100 propositions du JICAM peuvent constituer un électrochoc? Merci. Je voudrais dire d'emblée que, à mon sens, le JICAM est dans son rôle. Vous savez, des documents de politique, lorsqu'ils sont adoptés par les États, comme le DSE, engagent certes tout le monde, mais engage le leadership institutionnel de l'État. Vous l'avez dit tout à l'heure, c'est le cadre de référence de l'action gouvernementale. Il était donc naturel que le secteur privé, qui joue une partition très importante dans la mise en œuvre de cette stratégie, nous renvoie un peu, d'une certaine manière, à la fois sa compréhension et la manière de traduire ses propres priorités dans ce document. Je pense que, moi j'avoue, je ne l'ai pas encore lu, mais je pense que c'est une bonne chose et il convient dans un premier temps que les ministères sectoriels et les différentes structures qui sont en charge de mettre en œuvre la stratégie prennent ce document pour voir de quelle manière est-ce que les propositions qui y sont contenues peuvent aider à améliorer les choses. Mais je voudrais bien expliquer que le taux de croissance moyen qui est attendu au cours de la période 2010-2020 dans le DSE n'est pas le taux de croissance de 10%. Le sentier de croissance, imaginez que le Cameroun atteindrait des taux de croissance proches de 10% plutôt à l'horizon 2020, parce que nous avons voulu être un peu réalistes et on savait très bien que partir des niveaux structurels d'une croissance à 3%. L'horizon 2020 pour vous, c'est quoi? 2017, 2018? Oui, je crois que les taux de croissance de 8% commencent à arriver autour des années 2017-2018. En ce moment-ci, nous sommes en retard sur le chantier de croissance d'environ 1 point à 1,5 point. Alors, Alain Blaise Batongé, peut-être que pour répondre à quelques préoccupations de donner sur l'inaccessibilité de l'ouvrage, sur la non-association des fonctionnaires, et sur... En gros, il disait gentiment que vous n'avez pas inventé la poudre à canon, globalement. Bon, je l'ai dit d'entrée de jeu, le JICAM n'invente pas, mais le JICAM adapte en fonction des éléments de contexte. Sur la question de l'accessibilité de l'ouvrage. 20 000 francs. Oui, il faut que je précise que le JICAM regroupe peut-être en son sein les entreprises du Cameroun, mais le JICAM est une association.
le groupement interpatronal du Cameroun est une association qui vit des cotisations des membres, qui ne génère pas de bénéfices. Et donc, les membres peuvent être riches, mais c'est le taux de cotisation appliqué aux associations qui permet au GICAM de fonctionner. Donc, lorsque nous produisons un document comme celui-là, il nous coûte de l'argent, il nous coûte cher, et sans vouloir gagner de l'argent sur le document, il faut au moins réduire le coût de production. Et les 20 000 francs que nous avons envisagés pour la vente du livre conviennent à peu près à quelque chose qui peut permettre de couvrir environ 80% du coût de production. Mais nous perdons de l'argent. Ce n'est pas le plus important. Pour ce qui concerne l'association des vieux fonctionnaires, c'est peut-être une idée, mais disons que chacun doit rester dans son rôle. Le GICAM n'est pas une association de vieux fonctionnaires. Le GICAM, c'est une association de chefs d'entreprise, mais qui a créé une branche tout à côté, qui est le cercle de réflexion économique du GICAM, où il a identifié un certain nombre d'universitaires capables d'apporter une plus-value dans la combinaison d'analyse entre la théorie et la pratique. Il peut arriver que dans l'organisation d'un certain nombre de dîners-débats, l'expérience de certains vieux fonctionnaires puisse l'amener à être invité à participer à ces échanges et à pouvoir considérer ces propositions. Mais dans le fonctionnement du cercle de réflexion économique du GICAM, on n'a pas envisagé cette solution. Mais comme nous sommes dans un cadre de débat, c'est une idée que nous retenons et qu'on peut envisager pour la suite. Alors, je voudrais quand même terminer en disant que nous avons clairement dit dans le document auquel vous faisiez référence tout à l'heure, Aimé Robert, que les 100 propositions du GICAM pour l'émergence ne constituent peut-être pas une panacée, ne constituent peut-être pas le modèle par lequel on doit absolument passer. Mais nous avons deux dimensions. La première dimension, c'est de jouer notre rôle et d'amener les gens à s'approprier nos propositions. Ce ne sont que des propositions. Et nous indiquons également que ce n'est pas un réquisitoire contre le gouvernement, ces 100 propositions. Parce que dans ces 100 propositions, il y en a qui concernent le secteur privé lui-même, dans l'amélioration de sa gouvernance, dans la qualité des entreprises. Et je rappelle que le préfacier de cet ouvrage, c'est le ministre de l'économie et de la planification, Nganou Dioumessi. Alors, je veux maintenant que nous rentrions avec nos téléspectateurs dans quelques-unes de ces propositions et on excipe par exemple parmi les premières propositions du GICAM dans le chapitre consacré à l'économie générale. Pour le GICAM, il faut créer un commando de capitaines d'industrie conquérants. La question que cela me suggère, c'est comment Dieudonné Somba, capitaine d'industrie camerounais, sachant qu'actuellement dans le top 10 des premières industries, sociétés générant des bénéfices au Cameroun, il n'y a pas de Camerounais, de structures de sociétés camerounaises détenues à 100% par des capitaux camerounais. Comment générer cette nouvelle race de capitaines d'industrie, comme le suggère le GICAM? C'est pour ça qu'en économie, il faut être cohérent. La cohérence signifie que vous ne pouvez pas ouvrir votre poulailler au renard et attendre que vos poules pondront des œufs. Vous avez où est le poulailler qui est le renard? Je vais donc en venir. Quand le Cameroun accède à l'indépendance, permettez-moi de faire cette rétrospective. Vraiment, en 30 secondes. Oui, les pouvoirs publics se rendent compte qu'ils doivent réorienter le système productif au profit des Camerounais et débarrasser le Cameroun de l'économie de traite. Ils fabriquent ex nihilo des hommes d'affaires avec des fonds publics et tout ça là. Bon, maintenant, on arrive à fabriquer un petit secteur privé qui représente aujourd'hui un peu moins de 15% des capitaux du secteur productif camerounais. Bon, maintenant, le reste des capitaux, ça appartient autour de 30% à l'État et 56% aux multinationales. Et les étrangers sont plutôt des délocalisations de leur secteur productif au Cameroun. Donc, c'est des gens sur lesquels qui font une politique qui est plutôt articulée à l'extérieur. D'où l'importance de générer des capitaines d'industrie camerounais. Il se trouve donc de manière délibérée. Notre système productif est confiné. Il est confiné parce que, et c'est là que je reviens au renard, dès lors que nous avons renoncé à un certain contrôle
de notre espace commercial, de notre espace économique. Il est normal que tous nos hommes d'affaires se réduisent aujourd'hui confinés dans des activités du tertiaire, hein, ou dans un secondaire qui est plutôt des bouts de filière. Et dans ce cas-là, ces gens, ça ne peut pas évoluer. Le système est trop agressé de l'extérieur. Il n'est donc pas possible de développer ce capitaine d'industrie. Et pourtant, nous sommes là pour trouver des solutions. On ne peut pas dire que l'horizon est bouché à jamais. Roger Betala, comment? Répondons à la question du JICAM, qui veut qu'on crée des capitaines d'industrie conquérants. Je ne sais pas comment le JICAM croit qu'on peut créer des capitaines d'industrie conquérants. Je ne sais pas, peut-être qu'ils ont la recette. J'ai parcouru le livre, je ne l'ai pas vu. Mais moi je dis, essayons de voir l'économie, comment est-ce qu'elle est organisée aujourd'hui. La plupart des capitaux aujourd'hui ont de moins en moins de nationalité. Moi je dis, il faut créer un cadre qui favorise le métier d'entrepreneur. C'est ça le plus important. Il faut créer ce cadre-là qui favorise. Je crois que le cadre est en train d'être créé avec le nouveau code des investissements qui est là, avec tout ce qui est fait pour que l'accès au crédit soit facilité. Il y a la banque de paiement. Ce qu'il faut faire, il n'y aura pas de baguette magique pour dire qu'il y aura une batterie d'industriels camerounais qui vont naître du jour au lendemain. Il faut créer les conditions qui favorisent l'activité d'entrepreneurs. Et ces conditions, c'est l'organisation de l'économie, c'est l'accès au financement, c'est la facilitation au niveau de l'importation des biens et services, c'est même aussi faciliter l'arrivée des capitaux flottants étrangers au Cameroun. C'est pas mauvais que les étrangers investissent au Cameroun. Ces étrangers peuvent s'associer aux Camerounais pour créer donc des entrepreneurs. Il n'y a pas de baguette magique. Il faut simplement créer un environnement qui facilite, qui favorise l'accès à des professions comme celle d'entrepreneur. Parce qu'aujourd'hui, la chose la plus... Mais alors, est-ce que, Roger, est-ce qu'on va multiplier des petites et moyennes entreprises, des petits et moyens entrepreneurs, alors qu'on a besoin également d'avoir des capitaines d'industrie? On n'a pas besoin de multiplier. Je dis, il faut créer un environnement, et l'État est en train de créer cet environnement-là. C'est-à-dire qu'il y a la source de financement qui commence à exister à la banque des PME qui doit... On va revenir sur les financements. Il y a le cadre réglementaire, il y a le nouveau code des investissements, il y a donc tout cet environnement. Donc si je vous comprends bien, vous bottez en touche cette position du JICAM de créer des capitaines d'industrie. Pour vous, ce n'est pas nécessaire. Même si en France, la France a ses Dassault. Nous avons, moi j'ai seulement une approche différente, ils appellent ça à créer des capitaines d'industrie. Même moi je dis, il y a un cadre réglementaire qu'il faut peaufiner pour que la fonction d'entrepreneur soit accessible et soit efficace et soit rentable. Docteur Taranda. Ce que je peux dire en complément de ce que vient de dire Roger, c'est qu'un certain nombre de choses sont connues. Le DSE a justement mis en place des priorités. Donc ce genre de proposition doit venir s'asseoir sur les priorités du DSE. Et nous avons là des secteurs comme l'agriculture, des secteurs comme les TIC, le BTP, qui sont, je commence par prioriser des filières. Et une fois qu'on a priorisé des filières, la clé à ma vie, qui résumerait peut-être tout ce qui est dit là, c'est nous devons mettre beaucoup plus d'espoir, à mon avis, sur la mise à niveau des entreprises. Ce qu'ont fait les autres, qui étaient dans notre situation il y a quelques années, c'est essentiellement la mise en œuvre des entreprises. Vous allez remarquer par exemple que l'entreprise individuelle est pratiquement le format de base de notre secteur privé national, alors que les entreprises compétitives se présentent souvent sous d'autres formes. Donc il est bon de migrer et de travailler avec ceux qui vont accepter de migrer de l'entreprise individuelle vers les sociétés anonymes si on veut véritablement avoir ce qui est attendu dans cet objectif qui me semble quand même un objectif. Je signale qu'il y a quelques mois seulement, le ministre de l'économie a installé Mme Chantal Elomba dans ses fonctions de directrice du Bureau national de mise à niveau des entreprises, avec un fonds de moins 6 milliards de francs CFA pour mettre à niveau les entreprises camerounaises. Alain Blaise, je vous propose de passer à une autre proposition du JICAM dans le secteur secondaire. Vous vouliez dire défendre absolument... On ne fait pas défendre, juste apporter quelques éléments d'information et dire que lorsqu'on parle posément, on se rend compte qu'on dit en fait la même chose. Parce que le diagnostic qui est fait par M. Essomba
qui était fait par le GICAM. C'est au niveau de la conclusion, peut-être qu'on ne s'entend pas parce qu'il dit que c'est impossible. On dit non, ce n'est pas impossible. C'est possible, il faut seulement créer un environnement différent. Et Roger Betala a apporté les premiers éléments de réponse qui ont été complétés par M. Taranda. Donc en fait, on est dans un cadre de débat, on a lancé des idées. Le nouveau code des investissements une première réponse. Les textes d'application, les premiers ont été pris, certains sont en relecture, ils pourront déjà créer un premier chemin. Et également une préoccupation autour de la protection de l'industrie nationale, notamment à travers les éléments qu'on a indiqués tout à l'heure. Et M. Taranda a indiqué que le véritable problème au niveau des entreprises, et c'est dit dans le livre, c'est que la plupart de nos entreprises sont individuelles, alors qu'il est question d'ouvrir le capital, il est question d'en faire des sociétés anonymes de manière à pouvoir à considérer qu'on est effectivement dans un monde, dans la mondialisation. On ne peut pas créer un petit îlot quelque part et espérer pouvoir devenir demain un capitaine d'industrie. Alors, dans quelques instants, on va continuer à parcourir ces propositions du GICAM pour l'émergence du Cameroun. Je vous propose un arrêt sur un secteur créateur d'emplois et qui peut être pourquoi pas un levier de croissance, c'est l'artisanat, et qui vient de faire l'objet d'un événement à grand rendement médiatique avec un retentissement international, le 4e salon international de l'artisanat du Cameroun, sous la férule du bien nommé ministre des PME, de l'économie sociale et de l'artisanat, Laurent Serge Etundingwa. C'est le premier focus du soir dans Scène de presse. Nous sommes passés de 450 à 800 stands. Et au jour d'aujourd'hui, la participation étrangère qui donne le cachet international au salon est très relevée. Pas moins de 16 nationalités sont présentes dans ce salon. Et en ce qui concerne la participation du Cameroun, elle est dense comme d'habitude, mais elle est encore plus relevée par la qualité des objets que les gens peuvent découvrir. La plupart de ces salons ont plus de 10 ans, 15 ans, 20 ans d'existence. Le salon international de l'artisanat du Cameroun date de 2008, date de sa première édition. Nous sommes en 2014, c'est 6 ans d'existence. Mais je pense que en dehors du CIAO qui a écrit ses lettres de noblesse il y a bien longtemps, et où convergeaient pratiquement les meilleurs artisans africains, le CIARC aujourd'hui, d'année en année, n'a rien à lui envier. Hein. Peut-être la notoriété, la longévité que le CIAO a eue. Et nous ne nous inscrivons pas en termes comparatifs vis-à-vis de ce salon-là, mais nous allons en termes de complémentarité. Le gouvernement a mis en œuvre toute une stratégie pour permettre le développement du secteur de l'artisanat. Une stratégie qui peut se décliner en 3 voies. Un côté conceptuel, doublé d'une argumentation juridique. Ce côté conceptuel, c'est généralement travailler sur les thématiques qui peuvent permettre à notre artisanat d'aller de l'avant. Et l'argumentaire juridique est basé sur un cadre qui est d'abord légal avec la loi de promotion de l'artisanat votée en 2007 et un ensemble de dispositions réglementaires consacrées par les décrets du Premier ministre ainsi que les arrêtés et du ministre en charge de l'artisanat et du ministre du Commerce sur la classification des métiers de l'artisanat. Et le deuxième pilier sur lequel repose l'avenir de notre artisanat est le pilier infrastructurel qui est véritablement le pilier le plus important. Et vous êtes au courant des villages artisanaux que le Cameroun construit dans toutes les régions. 8 sont déjà pratiquement achevés aujourd'hui, 2 sont en cours de construction et nous n'avons pas attendu que ceux qui sont en cours de construction puissent connaître l'achèvement des travaux.
on a engagé le niveau départemental en mettant en avant aujourd'hui la construction du village artisanal de Mbalmayou pour répondre à une sollicitation de nos partenaires au développement par la coopération italienne qui a aidé cette ville et les artisans de cette ville dans un secteur aussi élevé que celui de la céramique et la céramique. Ensuite, on va cette année procéder aux études du sol, aux études techniques pour construire également le village artisanal de Fumban dans le Noun, répondant aussi à des attentions que l'UNESCO a bien voulu faire monstre vis-à-vis de l'artisanat Bamoun, vis-à-vis de la culture Bamoun, vis-à-vis du palais du sultan Bamoun. Le volet promotionnel, c'est donc le volet qui permet aux artisans au niveau de la commune, au niveau du département, au niveau de la région, de pouvoir vendre leurs objets artisanaux à travers l'organisation de foires, de salons artisanaux. Le Cameroun, comme on l'appelle souvent, Afrique en miniature, cela se traduit souvent encore mieux, je veux dire, cela se traduit encore mieux au niveau de l'artisanat. Parce que l'artisanat de chaque région du Cameroun, de chaque département, est étroitement lié à la culture des groupes qui vivent dans ces départements, qui vivent dans ces régions-là. Et du coup, lorsqu'on considère la composition socio-géographique du Cameroun, on constate que nous avons dans notre pays toutes les régions culturelles dont regorge l'Afrique aujourd'hui. Dans la partie septentrionale, on a l'artisanat soudano-arabo-peul qui s'exprime là-bas. Ça veut dire que l'arabe choix de Kousseri, il fait ce que l'arabe de Mauritanie, du Maroc peut faire, avec le cuir, avec le bambou, avec la paille, il le fait. Bon, maintenant, lorsqu'on redescend, on va dans le nord-ouest et à l'ouest du Cameroun, avec quelques variétés, on retrouve tout ce qu'on fait dans la zone ouest africaine, avec une plus-value au fait que le matériel artisanal se retrouve bon marché chez nous. La nature nous a gratifié de cela. Alors, quand maintenant on vient vers le centre, le littoral, l'est du Cameroun, ainsi que le sud, on retrouve l'artisanat du bois, l'artisanat du rotin, l'artisanat du bambou, l'artisanat de l'argile, etc., etc. Si vous allez dans toutes les autres zones africaines, vous allez retrouver tout cela là-bas. Mais la différence entre le Cameroun et les autres est que toutes ces zones-là se retrouvent dans un même pays. Et comme la nature nous a gratifié du matériel de base pour faire de l'artisanat, il n'y a aucune raison pour qu'on ne soit pas les meilleurs. Belle conclusion du ministre Laurent Serge Toundingwa. Il n'y a pas de raison que nous ne soyons pas les meilleurs et on peut appliquer cette conclusion au volet de propositions du JICAM au secteur primaire et là, un lieu commun, l'agriculture. Le JICAM demande d'investir massivement dans l'agriculture, notamment à reprendre le cycle des subventions. Et là, sur ce champ, dans ce champ, sans jeu de mots, vous êtes d'avis avec le JICAM, Roger Betala? L'agriculture, pour moi, toujours considérée ce qu'on appelle dans l'avantage compétitif aujourd'hui, qui est le centre de l'économie de marché, c'est le produit d'appel, c'est le secteur d'appel du Cameroun. Le Cameroun a été vraiment béni des dieux. Nous pouvons produire la quasi-totalité de la panoplie des produits tropicaux du sol. Donc avec cela, et à des coûts moindres, à des goûts exceptionnels. Nous sommes allés dans certains pays africains où les gens ne savent pas que l'ananas est sucré et que la banane est douce. Ils ne savent pas quand ils mangeaient la banane. Alors Roger, que nous manque-t-il, pour reprendre une interrogation rhétorique du premier d'entre nous, que nous manque-t-il? Qu'est-ce qui nous manque? Je crois que il faut déjà, de plus en plus, il y a une organisation qui est mise en œuvre pour que les résultats de l'agriculture montent, pour que nous atteignions ce qu'ils appellent l'agriculture deuxième génération. Il faut seulement mettre en œuvre tout ce qui a été prévu pour que nous ayons l'agriculture deuxième génération. Et puis je dis le discours du chef de l'État de Bolova en 2011 lors du comice agro-pastoral. Ce discours contient tout ce qu'il faut mettre en œuvre pour que l'agriculture soit véritablement ce secteur qui va
faire en sorte que le chômage au Cameroun soit une affaire pratiquement rare, parce que le chômage ne devrait pas exister dans un environnement où on peut créer des emplois les plus attractifs avec au moindre coût, pouvoir utiliser tout le monde, pouvoir même employer les gens de la CEMAC, de la CEAC et même de l'Union africaine. Le ministre Essimeigne appelle cela les entrepreneurs agricoles. Et le GICAM pense qu'il faut donc créer une nouvelle race d'entrepreneurs agricoles, puisque tout le monde a vieilli aujourd'hui, et les plantations et les agriculteurs. Le GICAM même avait un concept, un patron, une plantation. On connaît les patrons, mais où sont les plantations à l'Amblesse? Écoutez, si vous avez bien suivi la dynamique autour de ce concept-là, à la dernière Assemblée générale du GICAM, on a indiqué toutes les avancées. Je peux vous promettre qu'avant la fin de cette année 2014, les premières plantations des membres du GICAM seront connues à travers les premières spéculations que nous avons identifiées, le manioc et le maïs. Alors, il y a combien de patrons au sein du GICAM? Patrons direct autour de 450. Donc, dans quelques mois, nous aurons 450 plantations. Non, évidemment, on va commencer par des plantations témoins. Et il faut également indiquer que lorsqu'on parle d'un patron, une plantation, il est possible que, puisque l'idée qui a germé, c'est de faire des clusters. Donc, c'est plusieurs plantations, plusieurs activités qui se mettront autour d'une spéculation. Par exemple, sur le manioc, il y aura des planteurs, il y aura ceux qui auront des plantations, ceux qui vont créer l'usine, ceux qui vont assurer la distribution, ceux qui vont assurer la vente. Donc, il ne s'agit pas seulement de créer des plantations en elles-mêmes, mais de valoriser cette agriculture-là en créant le maximum d'emplois possible. Docteur, il faudra leur trouver de la terre à ces 405. C'est pas la terre qui manque. Je peux vous dire qu'on a identifié déjà pas mal de terres à travers le Cameroun déjà. Je voulais dire que la problématique de l'amélioration de l'agriculture, c'est effectivement la production agricole dans notre pays, c'est effectivement sa modernisation, et que ça passe par le premier pilier le premier pilier que vous venez d'indiquer, qui est la terre. Mais ça passe aussi par d'autres piliers, les intrants, la mécanisation, la commercialisation et la transformation. Et nous aurons certainement besoin beaucoup du GICAM, notamment dans les dernières choses que je venais de citer. Mais je voudrais quand même aussi, et je pense que nos politiques s'en occupent, qu'il n'y ait pas qu'un patron, une plantation, mais qu'il y ait aussi des planteurs qui deviennent des patrons. Et c'est même cela, c'est même le cheminement, c'est même ce cheminement qui découle de la volonté politique. Quand on parle d'entrepreneurs agricoles, c'est qu'il y ait effectivement ce cheminement. Permettez, on crée une transition entre la transformation dont parlait Dr Tanhanda et le niveau secondaire, donc la transformation et donc l'industrialisation. Et là également, Dieudonné Somba, tous les économistes le disent, il n'y a pas de développement sans industrie, sans création de la valeur ajoutée. Le GICAM reprend cette proposition sur l'industrialisation. Comment on fait? Tout à fait. Disons, mais il faudrait faire très attention avec ces problématiques qui paraissent très simples, mais qui sont en réalité très complexes. Quand nos pays ont eu l'indépendance, l'agriculture s'est développée assez vite. Après un certain moment, elle a commencé à plafonner. Et on a toujours passé tout le temps à examiner les aspects sectoriels, les aspects techniques de l'agriculture, oubliant qu'on peut avoir ce qu'on appelle des verrous macroéconomiques même de l'agriculture. Parce que lorsque vous générez un revenu, le tout n'est pas de créer le revenu, il faut aussi voir comment vous l'utilisez. Lorsqu'un paysan a produit son macabo ou son manioc, il vient le vendre à Yaoundé. Les gens de Yaoundé lui donnent l'argent. La question de fond, c'est que qu'est-ce qu'il fait de cet argent? Il va acheter un téléphone cellulaire. Autrement dit, alors qu'il n'y a pas de contrepartie en termes d'exportation, le développement local crée un besoin d'importation. En conséquence, le système a tendance à se bloquer. Donc, ce qui bloque fondamentalement notre agriculture, c'est le fait que le système n'arrive pas à capturer le pouvoir d'achat additionnel créé par la croissance des produits agricoles. C'est pour ça que, quel que soit ce qu'on va tenter de faire dans l'agriculture, tant qu'on n'accompagne pas l'agriculture d'une industrie manufacturière susceptible de capturer les gains de croissance de l'agriculture, on va toujours échouer.
C'est-à-dire qu'on va créer des entreprises, comme Logicam envisage de le faire. Pendant 2 ou 3 ans, ça va marcher, mais ça va se traduire sur le commerce extérieur par le remplacement d'un déficit agroalimentaire modéré par une explosion du déficit des produits manufacturés. Autrement dit, le déséquilibre du système. C'est pour ça que cette sorte de focalisation du problème agricole sur les aspects purement techniques est très partielle. Il faut voir le système dans son entier. Quand quelqu'un a produit des biens agricoles pour venir nourrir Yaoundé, hein, qu'est-ce que Yaoundé lui donne en échange? Yaoundé lui donne pratiquement rien en échange. Par contre, lui prend cet argent-là pour déverser à l'extérieur. C'est donc là le problème. C'est pour ça qu'il faut envisager une politique globale. Et si on parle d'industrialisation, il faudrait donc voir si cette industrialisation soit est de nature à compenser par un effet d'import-substitution. Hein. Mais de toute manière, il faut toujours avoir en tête que le système doit être équilibré. Alors, je vois des dénégations de Roger Betala de la tête. En fait, moi je dis, mon ami Essomba a sa vision, mais je dis, les choses ne sont pas aussi arithmétiques, aussi simples, comme lui-même a dit que les choses ne sont pas simples. Lui-même aussi, je lui dis que les choses ne sont pas aussi simples, les clichés ne sont pas aussi simples. Moi je dis, c'est pas mauvais qu'un agriculteur achète un téléphone portable. Mais le téléphone portable, non, c'est pas mauvais qu'il achète le téléphone portable, ça n'a pas amélioré sa productivité, ça n'a pas amélioré, disons, les informations qu'il a sur les rendements, sur les rendements. La thèse de Dieu, c'est que tout cela accroît le déficit de notre balance commerciale. Parce qu'il vend le macabo, il vend le manioc et il achète des produits. Non, il faudrait prouver que pas nécessairement, le système. Non, pas nécessairement. Tout dépend donc maintenant aussi de ce qu'il y a en amont. C'est-à-dire en aval plutôt, ce qui est en aval de l'agriculture. Et je crois que lorsqu'on étudie les 100 propositions du JICAM, on va comme ça rendre compte qu'un accent important est mis sur les industries de transformation, sur le secteur manufacturier. Donc, en même temps que l'agriculture se développe, créer des opérateurs, créer disons des contribuables, créer des agents économiques solvables. Ces agents économiques solvables favorisent l'industrialisation parce que l'industrialisation a besoin des agents qui peuvent acheter. Et je dis, vaut mieux avoir des agriculteurs nombreux qui produisent en grande quantité que de se dire qu'on ne produit rien du tout parce que déjà ça lutte contre le déficit alimentaire. Parce que c'est d'abord la première chose, parce que le déficit alimentaire nous amène à exporter nos devises. Donc ça lutte contre le déficit alimentaire. Et puis je dis, ça crée des emplois et des emplois attractifs parce qu'on peut même vendre cette agriculture-là chez les voisins. Alors, Dieudonné Somba, vous répondez à cette proposition du JICAM, encore que c'est lié, il demande de favoriser, de prospérer, de prospecter des parts de marché à l'extérieur. Ça peut donc justement contrebalancer. Moi, je suis tout à fait d'accord. Je crois qu'on appelle ça en termes techniques le verrou de la contrepartie extérieure. C'est un concept technique. Le verrou de la contrepartie extérieure, ça signifie quoi? Ça signifie que quand vous parlez de productivité et autres, ces charabia-là ne jouent aucun sur le sol extérieur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à l'extérieur, quand vous avez acheté quelque chose, vous devez vendre quelque chose en compensation. Point final. Donc, si vous avez une agriculture, vous développez vos agriculteurs, c'est bien. Ils ont des revenus. Si ces revenus se traduisent par un exode massif de devises, le système va se bloquer et ils vont retomber à la position de départ. Les revenus peuvent venir de l'exportation des denrées agricoles. Mais justement, je dis donc que... Voilà. Et des produits transformés. Et des produits transformés. Je dis donc ceci. Hein. Mon problème, c'est que... Donc le système ne peut pas être aussi simple. Non, il ne faut pas le faire au hasard. Il faut dire de manière claire que... Je pense qu'il faut comprendre. Il faut dire de manière claire que... L'idée, c'est de passer du système actuel où l'agriculteur vient vendre à Yaoundé pour acheter le téléphone cellulaire, à un système où le marché va s'élargir d'abord à l'Afrique centrale, mais également voir des grands marchés comme le Nigeria ou la RDC, de manière à faire de toute cette zone-là 300 millions de personnes. À partir de ce moment-là, on va sortir du simple cadre, du cliché de quelqu'un qui vient vendre un régime de plantain pour acheter un téléphone cellulaire. Je suis d'accord, mais je dis qu'il fallait donc le dire. Parce que quand vous le dites... C'est dit dans le livre. Non, écoutez, parce qu'on ne l'a pas dit dans le DSE, vous savez ce qui s'est passé? Mais c'est dit dans le livre. Non, c'est pas dit. Regardez très bien que notre taux de croissance aujourd'hui... Même dans le DSE, c'est dit. Non, dans notre taux de croissance aujourd'hui, qui a commencé à prendre l'envol et maintenant qui a tendance à s'écraser. Il s'écrase pourquoi?
Pourquoi nous avons des problèmes dans notre budget? Parce que précisément, le verrou de la contrepartie extérieure entraîne un déficit commercial abyssal. Et vous ne pouvez pas, parce que le déficit commercial, c'est carrément une dette. Donc, c'est des choses qu'il faut donc intégrer. Moi, je suis tout à fait d'accord, mais il ne faut pas faire ça à la volette. C'est entendu. C'est des choses qu'il faut intégrer. Alors, dans les autres propositions du JICAM, ce n'est pas dit ainsi, mais j'imagine que ça intègre ce que les autres appellent la croissance inclusive. Le JICAM demande donc l'extension de la sécurité sociale, notamment avec l'activation des 3 caisses attendues, la Caisse nationale de sécurité sociale, la Caisse nationale des personnels de l'État, la Caisse nationale d'assurance maladie. Tout cela a été créé sur le papier, mais on est là au cœur de ce que le chef de l'État appelle on diffère la prise de décision. Qui pour répondre à cette question, la problématique des 3 caisses ça fait des années que l'on attend, la réflexion est terminée et puis ça attend. Ce que nous on dit simplement au JICAM, c'est que justement, il faut arrêter de différer la mise en œuvre de ces propositions-là. Voilà, c'est ce qu'on dit. Ces propositions existent, il faut donc les mettre en œuvre, mais il faut arrêter de différer, parce que ça peut être un élément important. Mais il y a quand même aussi quelque chose qu'on peut ajouter, c'est qu'en matière de sécurité sociale aujourd'hui, c'est une problématique qui est très délicate. Quand vous voyez le système de sécurité sociale en Occident, il y a deux volets, à le côté de la capitalisation et puis à le côté donc, des anglo-saxons de la répartition. Donc on se rend compte que ce soit ceux qui ont choisi la capitalisation ou la répartition, il y a des difficultés à équilibrer les comptes de la sécurité sociale. Je crois que c'est cette difficulté-là... Alors on fait comme le Cameroun, on fait le statu quo? Non, c'est pas le statu quo. Je crois que c'est cette difficulté-là qui amène le gouvernement à essayer à différer la décision. Peut-être pas, d'essayer de trouver un modèle qui peut permettre de trouver une solution. Parce qu'en fait, les gens croient que parce qu'on va créer... ce modèle permettait d'avancer. Justement, les gens croient d'abord le mettre en œuvre et l'évaluer. En créant les 3 caisses, ça va changer quelque chose fondamentalement. On peut se retrouver également dans un système, par exemple, de répartition. Parce qu'ici au Cameroun, je crois que c'est le système de capitalisation qui est surtout de répartition qui est utilisé. Ça va amener... C'est pas automatiquement que nous aurons on aura une réponse, on aura équilibré les comptes de l'assurance sociale. Moi, je crois que c'est délicat. Certes, il y a peut-être du retard, mais je dis c'est une question aujourd'hui qui embarrasse même les économies émergentes et puis les grandes puissances. Et pendant ce temps, donc, le JICAM fait des propositions dans le secteur tertiaire. Il y a l'une des conditionnalités, là également nous apprennent les économistes, les préalables au développement, ce qu'ils appellent les équipements collectifs de base, davantage de routes, d'infrastructures. Ça également c'est dans le DSE. Et dans le DSE, Dr Tahanda, pour lequel vous avez travaillé, vous avez écrit noir sur blanc qu'il faut l'affectation des ressources massives aux grands projets d'investissement pour mettre un terme à ce que le ministre Louis-Paul Motazé a appelé le saupoudrage. Mais le saupoudrage, il a la peau dure. Hein, quand on regarde même aujourd'hui la politique budgétaire, le saupoudrage a la peau dure. C'est une lecture. Je vous ai dit que nous sommes en train de manipuler un instrument lourd, l'instrument qu'on appelle l'État. Si vous regardez la structure de notre budget dans les 10 dernières années, vous allez vous rendre compte que, effectivement, depuis le DSE, il y a eu des changements manifestes. Tout ce qui est grand projet, le DSE avait prévu d'abord une affectation suffisante des grands projets en termes de ressources financières et avec un peu de retard, certes, on y est aujourd'hui. Je crois que la plupart des grands projets qui avaient été annoncés dans le DSE sont pratiquement aujourd'hui en lancement. Et ces projets, si vous allez regarder leur coût, nous sommes souvent à 2, 3, 400 milliards de francs. C'est de cette... C'est cela qu'on appelle... C'est souvent les emprunts extérieurs. Bon, en dehors des fonds de contrepartie, le BIP n'est pas suffisamment mobilisé de manière massive à des grands projets. Le BIP est mobilisé sur les projets structurants. Vous savez, à un moment donné, vous avez aussi une stratégie de financement. Lorsque vous réussissez à avoir du financement pour faire une autoroute, ensuite, vous mettez en place des ressources nationales pour faire d'autres routes. Si je commence à vous citer les routes que nous bitumons aujourd'hui, c'est
c'est-à-dire des routes structurantes que nous bitumons aujourd'hui avec le BIP. Oui, je vais vous citer Zoaïtelen Kolio, je vais vous citer Mengong Samlima, je vais vous citer la Ring Road. L'énoncé sera véritablement conséquent. Et puis on peut m'ajouter quelque chose, Aimé Robert. Est-ce que le BIP est là pour financer vraiment les grands projets? Moi je dis, l'emprunt n'est pas mauvais. Ce qui est mauvais, c'est l'utilisation de ce qu'on fait de cela. Donc si on peut économiser le BIP et aller sur les marchés internationaux, à capter de l'argent pour financer nos projets, je dis que nous ne pouvons que gagner. Un pays comme les États-Unis, oui, déjà le ratio de l'endettement du Cameroun est encore très en deçà de ce que la CEMAC prévoit. Donc le BIP en fait en réalité. Je voulais vraiment finir juste une fraction de seconde en vous disant qu'il vous souvient aussi que c'est la décision du gouvernement d'anticiper sur les retards de financement extérieur qu'on pressentait dans les grands projets. C'est la décision du gouvernement de financer lui-même les grands projets qui a aussi quelque part déclenché les financements externes. Donc quelque part, il s'agit aussi parfois de stratégie. Nous sommes donc sur la très bonne voie. Dieudonné Somba. Moi, si j'ai bien saisi, docteur Tang et Roger Bahatala, nous sommes sur la très bonne voie. Il n'y a pas de problème, nous sommes sur la bonne voie. En termes d'intention, voilà, nous sommes sur la bonne voie. Bon, maintenant, dans les faits, j'ai dit une fois de plus, il faut voir le trend des indicateurs qui avaient été prévus dans le DSE. Le CAM nous ressemble à une très belle fille, mais qui a un point noir qui risque de se transformer en cancer. C'est le déficit commercial. Le jour où nous allons résoudre ce problème, le déficit commercial alimenté par quoi? Par la pacotille chinoise. La pacotille chinoise et la brocante européenne. Le jour où nous allons fermer ce robinet, le jour où nous allons commencer à neutraliser le verrou de la contrepartie extérieure. Et le Cameroun en est parfaitement capable. Mais vous parlez de fermer le robinet, on va l'ouvrir davantage avec la ratification de l'accord de partenariat économique. Vous savez très bien que ma position vis-à-vis de cette histoire... Et là également, pourtant, le GICAM fait une proposition, je vais retrouver la formulation exacte, mais qui va dans le sens de la protection de l'industrie locale à travers... voilà, le GICAM dit qu'il faut adapter nos tarifs douaniers pour soutenir et protéger l'industrie locale. Je ne sais pas si c'est en phase avec la ratification de l'APE. Ils ont du retard là. Non, mais non. Je dis bien, la position du GICAM est une position vraiment courageuse, mais c'est dommage que le GICAM l'ait exprimé un peu tard. Parce que un pays ne peut pas fonctionner s'il ne dispose pas d'un mécanisme de régulation de son territoire. Les autres pays disposent de la monnaie. Par exemple, les États-Unis, quand ça ne va pas, ils dévaluent sa monnaie. D'autres pays ont une monnaie non convertible. D'autres pays utilisent le tarif douanier. Le Cameroun, lui, c'est une grange. Et dans ce cas, nous n'avons aucun moyen de contrôler notre territoire. C'est pour ça qu'il faut impérativement concevoir un mécanisme de régulation des entrées sur notre territoire. Alors, sans cela, il faut mettre une croix rouge. D'abord, il faut dire que les APE, quand on parcourt les APE ne sont pas là pour tuer l'économie nationale. Il y a quand même dans les APE des éléments qui peuvent donner plus de compétitivité à cette économie. Ça, c'est la rhétorique européenne. Ça n'a rien à voir. Bon, le débat ce soir ne porte pas sur l'APE. On a déjà fait ce débat et on va le refaire. C'est le bavardage. Dieudonné Somba, on va refaire ce débat lorsque le projet de loi sur la ratification sera déposé au bureau de l'Assemblée nationale. On va conclure, Alain Blaise Batongue. Je rappelle que vos 100 propositions ne veulent pas se substituer au DCE. Non. Il se pose comme un appoint du DCE. La preuve, c'est le ministre de l'économie même qui a préfacé cet ouvrage qui présente comme pertinent pour orienter les actions vers l'émergence. Moi, je pose une question. Pourquoi avoir fait préfacer ça par le ministre de l'économie? Plutôt que par qui? Plutôt que par un responsable du GICAM. Mais écoutez, encore une fois, j'explique que les 100 propositions du GICAM interviennent dans un environnement particulier de partenariat public. Parce qu'il est difficile de ne pas avoir en ces 100 propositions une volonté d'améliorer le DCE. Oui, bien sûr. Alors pourquoi faire préfacer par celui qui en fait est celui qui est pratiquement le garant du DCE? Il ne nie pas que ça améliore le... Je vous cite une phrase. Est-ce que ce n'est pas ça qui ajoute un peu de flou à ces 100 propositions parce qu'on ne sait pas exactement où vous vous situez entre la prise de décision privée, le courage du secteur privé. Non, mais le GICAM n'est pas dans la confrontation.
il n'est pas non plus dans la rupture. Il est dans l'accompagnement en améliorant les propositions. Il n'y a pas quelqu'un qui a la science infuse. Non, la préface n'est pas une prise de position. Hein. Moi, je trouve normal que la personne qui incarne le mieux l'économie institutionnelle préface un document comme celui-là. Merci. Non pas pour approuver nécessairement, mais pour dire que c'est une bonne contribution. Merci. Dieu donne son vous vous entendez pour ne pas vous entendre ce soir. C'est entendu. Alain Blaise, vous concluez sur le destin quand même de ces propositions qui peuvent finir dans un tiroir du ministère de l'économie. Hein. Oui, deux choses. Le ministère de l'économie il a préfacé l'ouvrage, il était à la cérémonie de dédicace et il a indiqué qu'il entendait mettre sur pied un groupe de travail pour analyser ces propositions et ressortir rapidement les plus pertinentes et voir comment avancer avec ces propositions. Nous lui faisons crédit de sa parole. Mais je voulais terminer en disant, en rappelant quelques caractéristiques d'un pays émergent et en demandant si aujourd'hui on peut penser que le Cameroun a un appétit d'émergence. Le niveau élevé du taux de croissance, bon, on est à un niveau à peu près correct, l'inscription dans la durée de la réalisation de résultats économiques significatifs, la mutation profonde des structures institutionnelles et arrimage aux standards des pays développés, la participation au commerce international, et ça M. Essomba va être d'accord avec nous, et un désir de puissance qui outrepasse les clivages des systèmes économiques et qui permet quand même de voir qu'on vise véritablement loin. Au jour d'aujourd'hui, est-ce que le Cameroun peut se présenter comme un pays qui a cet appétit d'émergence? On a vu quelques autres. Et comment le GICAM a conclu? Le GICAM conclut que le Cameroun ne peut pas. Non, le GICAM ne dit pas ça. Ce que le GICAM dit, c'est que nous sommes optimistes, mais dans un optimisme conditionnel et réaliste. C'est-à-dire que si un ensemble de conditions sont effectivement mises sur pied et que s'il y a un gros bouillonnement, on peut y arriver. Le Cameroun sera émergent. Alors faisons le pari que le Cameroun soit émergent avec les contributions de tous et pas d'émergence sans équipement collectif de base, sans infrastructure routière. Et sur la question, il y a des très bonnes nouvelles. Le ministre des Travaux publics, Patrice Ambasala, annonce notamment la perspective d'un 3e pont sur le fleuve Vouri et l'imminence des travaux de construction de l'autoroute Douala-Yaoundé, puis de l'autoroute Yaoundé-Simalène. Mais avant ces bonnes nouvelles, il parle de cette nouvelle coqueluche, l'approche IMO, haute intensité de main-d'œuvre comme outil de développement socio-économique. Patrice Ambasala, deuxième focus de scène de presse. Il nous manque deux choses. On va dire la première chose, c'est l'état d'esprit, pour ne pas dire la philosophie. Il faut décoloniser les mentalités. Il faut prendre l'engagement de rentabiliser une énergie oisive. Lorsque cela est fait, il reste maintenant à former les gens pour qu'ils soient aptes à travailler. Et c'est pour ça que l'ambition que nous avons de transformer le centre des métiers de Kolinga en un centre de référence en matière de formation des personnels engagés dans la projet à haute intensité de main-d'œuvre complète la panoplie. Donc décolonisation des mentalités, centre de formation et puis mise en œuvre sur le terrain. Il y a des milliers de personnes qui peuvent trouver un emploi. Ici, par exemple, le pont sur le Vouri, vous avez entendu les chiffres qui sont avancés là-bas, et 500 personnes doivent pouvoir travailler. Si on regarde bien, on doit pouvoir passer au-dessus de 500 personnes. Lorsqu'on construit une route, on peut aller à des milliers de personnes qui travaillent. Donc, selon les chantiers, on peut avoir comme ça des promotions ou alors des groupes de centaines de personnes qui travaillent. Et quand on agrège au nombre de chantiers que nous avons, c'est des milliers à la fois qui peuvent travailler et des ressources conséquentes lorsque vous payez quelqu'un. Et il faut dire, comme le travail est décent, le salaire est quand même proportionnel au travail qui est fait. C'est beaucoup d'argent qui peut rester à l'intérieur du Cameroun. Kumbama fait, l'attribution a été faite
2 jours avant la célébration du cinquantenaire. C'est une coïncidence assez heureuse. Et selon la programmation et le chronogramme qui a été fait, les travaux sont censés démarrer début mai. Parce qu'il y a à mettre en place la mission de contrôle et tout le reste. Donc nous ne sommes pas ici dans un film. L'attribution est faite, 2 entreprises chinoises sont contractualisées. La mission de contrôle va être sélectionnée et nous démarrons en mai. Donc, selon les programmations, 2 ans, 3 ans et demi après, 3 ans maximum, cette route est terminée. Nous aurons désormais dans cette partie du Cameroun un corridor suffisamment intégré entre Enugu et Bamenda, Kumba et cette liaison Enugu-Bamenda pour faire produire à cette partie du Cameroun tout le potentiel qu'il a dans la production agricole et économique. Le contrat de conception-réalisation de l'autoroute du Douala-Yaoundé a été signé le 31 janvier. L'entreprise est complètement mobilisée. Les indemnisations sont les décrets signés sur les 10 premiers kilomètres et le constat d'évaluation d'occupation des 70 prochains kilomètres est en train de se faire. Donc l'entreprise est en mesure de démarrer les travaux sans autre forme de procès. L'autre autoroute Yaoundé-Simalène, il y avait une partie résiduelle de constats d'évaluation de l'occupation de l'emprise des travaux sur la partie Mfundi, mais les 2 parties, Mofu et Akono, Mofu et Famba, oui, sont déjà donnés. Nous attendons le décret. Et les ressources, l'entreprise est sélectionnée et dès que les indemnisations sont payées, le recasement effectué, les travaux démarrent. La pénétrante Est a déjà démarré, même timidement, parce qu'il y a un petit... il y a une indemnisation, on va dire, sociale qui doit se passer sur l'occupation irrégulière que nous avons notée sur l'emprise des travaux de ce qu'on appelle l'axe Lour-Douala-Yaoundé. Il y a des gens qui se sont réinstallés, il est donc question de les enlever, mais l'entreprise est déjà sur le terrain, tous les acteurs sont connus et les dispositions sont prises pour que cet accompagnement social soit donné aux occupants irréguliers de l'emprise. Donc les travaux, eux, ils ont commencé. L'entreprise est déjà sur le terrain. Pour ce qui est de l'entrée ouest, la procédure de marché est déjà enclenchée. Je pense que les résultats seront connus à la hauteur du mois d'août. Et parallèlement à ça, les procédures d'indemnisation et d'expropriation sont déjà engagées pour que, lorsque le résultat de l'appel d'offres est publié, que nous ne traînions plus et que nous commencions directement. Et je dois pouvoir dire que ces projets-là sont censés articuler la traversée de Douala, c'est-à-dire d'est en ouest. Et avec le pont qui se construit déjà, nous pourrons avoir un couloir de traversée de Douala qui soit à la hauteur de la ville de Douala et de son rôle économique et peut-être justifier comme ça pourquoi le pont a été fait à l'endroit où il est aujourd'hui et rassurer les Camerounais pour dire qu'il y aura un 3e pont sur cette liaison-là. Avec la liaison autoroutière qui démarre à Yaoundé aujourd'hui et qui devra traverser Douala par le nord, une liaison autoroutière qui va au sud-ouest et à l'ouest. L'entreprise sur la section d'Abanga-Kousserié sur le terrain, l'entreprise sur la section en descendant de Dabanga en allant vers Mora est déjà en train de s'installer. La section restante, Marwa-Mora, doit être signée en mars avec la Banque mondiale en termes de financement. Et la section entre Marwa et Figuil est en train d'être travaillée en ce moment pour dire que le corridor Douala-N'Djamena est remis en état.
Que de bonnes nouvelles dans ce sujet avec le ministre des Travaux publics. Et Dr Tanda, on va rebondir sur ce 15e séminaire régional des praticiens de haute intensité de main-d'œuvre, l'approche IMO, dont parlait le ministre Samba Sala en début d'entretien. Pour le grand public, c'est quoi, en termes simples, l'approche IMO, ce niveau concept vedette qui est sur toutes les lèvres? Je ne sais pas si c'est un nouveau concept. J'espère en tout cas qu'il deviendra vedette pour la tranche qui le concerne, parce qu'il faut bien comprendre que c'est une approche qui concerne une certaine tranche et une certaine filière en particulier de travaux. Mais tout simplement pour dire que, vous savez, je vais revenir dans le langage de M. Somba, en général, la fonction de production, c'est le capital, le travail, la technologie. Alors l'idée de l'approche IMO, c'est comment faire pour optimiser la part travail. Parce que, comme vous-même vous l'avez dit, dans nos pays, parfois, nous nous retrouvons avec des croissances, mais des croissances qui ne sont pas inclusives, qui ne bénéficient pas aux populations locales, et la ressource qui est même collectée par les populations locales peut rapidement repartir là où on l'a emprunté. Donc, l'idée de la IMO, c'est de privilégier les choix et les technologies qui optimisent l'utilisation de la main-d'œuvre à qualité de travaux égale. Ce qui veut donc dire que toutes les tâches dans le domaine des infrastructures, dans le domaine routier, ne sont pas des tâches sur lesquelles on peut appliquer la IMO, mais l'idée de la stratégie IMO, c'est que partout où on peut la faire, qu'on optimise et qu'on augmente ainsi le nombre de personnes qui peuvent travailler dans notre pays à la réalisation des infrastructures. S'agissant... Il y a un vaste chantier là, parce qu'au Cameroun, avec notre réseau routier de 120 km, dont 5500 sont bitumés, il y a vraiment un grand chantier là en termes de perspectives d'emploi. C'est ça, il y a effectivement un chantier énorme. Je voulais dire un mot rapidement sur le dernier séminaire. C'était un séminaire régional qui a amené la participation de 28 pays africains et de près de 130 experts d'autres nationalités que les Camerounais. Et l'ONU était au Cameroun. Nous ne dirons pas ça, mais c'est surtout les praticiens, parce que c'est un séminaire régional des praticiens de la IMO. Maintenant, en ce qui concerne le Cameroun, effectivement, nous avons un réseau de routes en terre qui est très dense, qui, à notre connaissance aujourd'hui, dépasse les 100 000 km. Et il est important et il est possible d'impliquer effectivement les populations locales dans la surveillance de ce réseau pour améliorer la circulabilité. Et nous pensons que la IMO a effectivement un avenir au Cameroun. Prenant juste un exemple pour situer l'importance du débat, en Afrique du Sud, des programmes ont commencé en 2004. Ils font des programmes quinquennaux. Le premier programme a créé 1 million d'emplois. En Afrique du Sud? Oui, le deuxième en a créé 4 millions et celui qui va commencer en 2014 envisage d'en créer 6. Donc, il y a effectivement aujourd'hui quelque chose, une promesse à travers cette approche. J'espère que vous allez rapidement transmettre toutes ces propositions au service de la présidence de la République. Parce que si nous attendons 300 000 emplois, 250 000 emplois, 300 000 emplois en 2014, avec la seule approche IMO, on peut multiplier rapidement ce chiffre. Malheureusement, les choses ne se font pas en 2 jours. Dieu donné Somba, un mot. On voulait faire en 1 an. Oui, je voulais rappeler que l'approche IMO avait d'abord paru dans les années 80. Elle a été rejetée. Pourquoi? Parce que elle rappelait en réalité la mobilisation populaire des pays communistes. Je voudrais vous rappeler qu'à l'époque, d'ailleurs, le grand barrage sur le fleuve Jaune, en Chine, qui avait été construit avec des pelles et brouettes et autres, avait été fait pratiquement suivant ce qu'on pourrait appeler l'approche IMO. Donc, l'approche IMO était une sorte de moyen de mobiliser la main-d'œuvre là où il n'y a pas assez de capital. Malheureusement, nous autres, le mal, c'est qu'on utilise tout cela généralement comme des expédients. C'est-à-dire parce que nous avons, on s'en était déjà moqué,
comme nous constatons que nous avons échoué dans les choix que nous avons faits, on fait appel à l'approche IMO sans vraiment maîtriser nécessairement en apprécier le contenu. Je dis, on pourrait même construire des chemins de fer à partir de l'approche IMO, mais à la condition qu'on mette fin à ce que nous appelons la technoparalysie, c'est-à-dire le sentiment que le noir ne peut rien faire. Regardez un peu le pont sur le Vouri. Le nouveau pont sur le Vouri se construit exactement dans les mêmes termes que celui qui avait été conçu en 70, c'est-à-dire une poignée d'ingénieurs blancs avec une main-d'œuvre nègre. Et c'est exactement, de cela, l'approche IMO permet également de sortir de cette sorte de paralysie du capital technique. Docteur Tanda, pour vous répondre, peut-être que le troisième pont du Vouri que le ministre Samba Salavi a annoncé permettra de rompre avec ces clichés. Sur l'approche IMO, au-delà de ces clichés, c'est vraiment un travail décent, valorisant et... Non, c'est... Oui, effectivement, c'est un travail décent, valorisant, et c'est pour cela que je disais et durable, et que nous voulons durable et pérenne. Et c'est justement pour cela que je vous ai dit tout à l'heure qu'il ne faut pas imaginer que ça va se faire en 2 jours, parce que ça requiert véritablement beaucoup d'actions de formation. Ça requiert aussi que nos ingénieurs réapprennent à faire des choix technologiques qui sont adaptés IMO. Je crois que c'est dans cet esprit que parlait monsieur Somba tout à l'heure. Oui, tout à fait. Alors, monsieur, je vous convie, Roger Botala, vous le placer. Non, en fait, je voulais dire que l'approche IMO, ce n'est pas seulement une affaire camerounaise. C'est-à-dire qu'au Sénégal, aujourd'hui, il y a même déjà, il y a tout un département qui est presque comme un ministère chargé de développer cette approche-là. Donc, ce n'est pas une réalité camerounaise, c'est une réalité presque... Et puis, l'OIT, il veille. Et l'OIT, il applique toutes les conditionnalités pour que ce soit un travail décent et qui tienne compte du confort des uns et des autres. Donc, ce n'est pas simplement une affaire. Et puis, nous sommes en train de rechercher à lutter contre le chômage. Et l'approche, comme a dit M. Tanda, il y a 2 choses. Il y a l'apprivoisement du capital, dont le capital est dépensé en partie sur place, parce que ceux qui accèdent à ce capital-là, qui sont la main-d'œuvre, sont surtout des gens qui font des dépenses sur le plan local. Et deuxième chose, ça lutte contre le chômage, parce que ça crée des emplois, parfois temporaires, mais des emplois quand même, qui permettent de lutter contre... Je rappelle qu'en ce moment, il y a un projet pilote dans une route qui vous est très proche, du côté d'Akonolinga. C'est pas très loin de mon village, donc moi je vois ces jeunes-là travailler, sont en train d'être formés. Plus d'une centaine de jeunes. Et il m'est arrivé de visiter cela et je me suis rendu compte que ce n'est pas de l'esclavage. Alors je vous convie à un autre moment de célébration, c'était un souvenir qui restait vivace dans les esprits, la célébration du 50e de la réunification. Et Scène de Presse va à la rencontre de l'homme qui se cache derrière le monument éponyme, Kizito Ngwa, c'est son nom. Il est le maître d'œuvre du projet de construction du monument des cinquantenaires, de l'indépendance et de la réunification. Ce chef-d'œuvre érigé sur les flancs du mont Cameroun, qui est désormais un site touristique. Portrait de la semaine, c'est une signature de Zéline Kwando. Il a une démarche altière, de l'entrain et une apparence fière de l'être. Kizito Ngwa, ingénieur conseiller en génie civil, vous convainc sans que vous ne l'ayez même écouté. Attention, ce n'est pas un vendeur d'illusions, il a de la substance. Une matière qu'il ne va pas chercher loin. Ce d'autant plus que l'onomastique de son nom en Ewondo, traduit que Ngwa, renvoie à la pierre. La passion de la tailler fait de lui un homme de confiance en travaux publics, d'où celle des autorités. J'ai bénéficié de la confiance de Mme Amatoutou Mouna, qui est ministre des Arts et de la Culture. Nous avons commencé à réfléchir sur des projets de monuments, bien avant même l'année 2013. À la suite des différents travaux que nous avons menés, différentes esquisses et autres, finalement, donc, en l'année 2013, le projet a vraiment été lancé. Et après, ça s'est fait sous la forme d'un contrat de maîtrise d'œuvre globale qui a été donc confié à mon cabinet, à Loris. Un feu vert officiel qui a permis aux entrepreneurs d'accélérer dans la préparation du béton de l'unité. L'abnégation, la force de conscience, l'esprit associatif et l'ingéniosité de l'équipe qu'il coordonne sont à la fondation de ces murs. En son rayonnement,
Le monument du cinquantenaire de la réunification reflète le Cameroun tout entier. Un chef-d'œuvre salué par qui de droit. Du haut de sa sérénité, l'homme du monument n'est pas resté de marbre. À cet instant culminant de la commémoration, tout près du président, les yeux du monde sont rivés sur lui. Même s'il le côtoie en longueur de journée, ce n'est plus la même chose. Vous savez, lorsque le président de la République est là, lorsque vous avez maintenant pas seulement le regard des techniciens, pas seulement le regard des services protocolaires et de sécurité qui sont venus voir 2-3 jours avant si cela marchait, mais quand maintenant vous avez le regard à la fois du président de la République, le regard de toutes ces personnalités qui étaient sur l'esplanade et le regard de tous les Camerounais, là ça devient quand même quelque chose de plus compliqué. Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement et les mots pour le dire arrivent aisément. Il est bâti sur un terrain de 6000 m² qui ont été totalement aménagés et il comprend donc ce massif central à relief qui est assis sur un rocher de béton juste en dessous. Il est un rocher et il est donc en béton armé. Et ce massif donc est surplombé par 10 colonnes cylindriques de hauteur variable. Et il porte donc ce logo donc des cinquantenaires. Cette féerique prouesse n'a pourtant pas été une équation facile. Alors que jusque-là tout s'apparentait au mythe de Sisyphe, les entrepreneurs ont eu du grain à moudre sur les flancs rocailleux du Mont Cameroun. On peut déjà avoir des difficultés à coordonner une équipe. Vous voyez, parce que les personnes qui participent à notre travail sont de différentes cultures, sont peut-être de différentes sensibilités. Après, nous avons eu des difficultés d'ordre administratif dans la mesure où nous avons attendu un certain temps d'avoir réellement les contrats. Et puis après, il y a des difficultés sur le plan technique. Vous avez là-bas des blocs rocheux, mais énormes. In fine, c'est dans la diversité du terroir qu'ils ont pu faire face à l'adversité. C'est une œuvre qui se veut collective parce que d'abord, il fallait justement que l'ensemble des Camerounais se retrouvent à travers cette œuvre. Il fallait qu'un certain nombre d'artistes, un certain nombre d'experts culturels soient associés à la démarche. La phase travaux a duré moins de 6 mois, à peu près 6 mois. À chaque fois, il y avait des artistes et des experts qui intervenaient. À chaque fois, on leur demandait leur avis. Tandis que la célébration du cinquantenaire se dilue graduellement dans le temps, l'édifice prétend témoigner l'histoire en résistant à l'usure. D'où la question de l'entretien, d'autant plus que l'appréhension populaire taxe le monument mère de la réunification de laisser pour compte. Ce monument est en béton, un béton traité, et qui est traité et qui ne doit pas être peint. Peut-être peut-on le rafraîchir. La quarantaine sonnée, l'homme qui du bout des doigts maîtrise le monument traîne une vingtaine d'années d'expérience en génie civil. Diplômé de l'école spéciale des travaux publics de Paris en 90 et titulaire d'un DSS en management et administration des entreprises, il enseigne l'entrepreneuriat et la passation des marchés à l'Université catholique d'Afrique centrale. Président de l'Ordre national des ingénieurs de génie civil, Kizzy Tongwa arbore plusieurs casquettes à l'échelle nationale et internationale, permettant à son CV de tutoyer 10 pages. C'est justement ce savoir et savoir-faire acquis de par le monde qu'il met au profit de sa terre patrie. Né d'un père camerounais et d'une mère française, en l'occurrence la mairesse d'Akono, Kizzy Tongwa est père de 2 enfants. Une progéniture qu'il élève en inculquant les valeurs liées à l'humilité, à la discipline, au travail et à la polyvalence, ses maîtres mots. C'est une invite au voyage à découvrir ce monument des cinquantenaires de l'indépendance et de la réunification. D'une consécration à l'autre, l'Association camerounaise des anciens élèves de l'ENA, la prestigieuse École nationale d'administration de France, a donc signé vendredi dernier une convention avec son pendant français, faisant ainsi du Cameroun le 39e pays à rejoindre la Confédération des produits de cette école qui sécrète des énarques. La branche camerounaise dirigée par Richard Evina Obama entend ainsi devenir pleinement une véritable force de proposition au Cameroun. C'est le sujet du Zooming du soir, une signature de Martine Noël Ndengue.
Nous espérons donc avoir ce sujet de Martine Noël Ndengue qui revient sur cette migration de l'Association camerounaise des anciens élèves d'ELENA qui entre donc de plein pied dans la galaxie des associations de cette confédération des produits de cette école. Le Cameroun devient donc ainsi le 39e pays. Est-ce qu'on va avoir ce sujet de Martine Noël Ndengue? Manifestement, non. Manifestement, non. Alors, je ne sais pas ce qui se passe de l'autre côté de la régie. Peut-être qu'on va faire maintenant un tour de table en attendant d'accueillir Daniel Menanga pour les unes du lundi. Un dernier tour de table et dernières impressions de panélistes sur ce cinquantenaire de la réunification qui reste vivace dans les esprits et ce monument des cinquantenaires de l'indépendance et de la réunification. Alain Blaise Batongue, vous qui résidez à Douala, Bouya, c'est un jeu de pierre. Vous irez très prochainement visiter ce monument des cinquantenaires de l'indépendance et de la réunification. C'est promis. J'ai vu quelques images lorsque le chef de l'État a procédé donc à l'inauguration solennelle de ce monument. Oui, dans les prochains jours, j'y ferai un tour volontiers, probablement en famille. Docteur Tahanda, vous êtes, j'allais dire, vous baignez dans cet environnement des ingénieurs, donc pour vous... Oui, ce que ça m'a amené comme réflexion, c'est que, vous savez, les grandes réalisations infrastructurelles, c'est elles qui font la fierté des peuples. Et dès lors que des ouvrages importants, imposants et symboliques sont réalisés par des Camerounais, ce sera certainement l'opportunité pour d'autres Camerounais de nourrir des rêves qui vont porter des infrastructures encore plus importantes. Oui, Dieudonné Somba. Oui, autant on a confié ce monument aux Camerounais, autant je serais enchanté qu'on prenne ça comme un beau précédent et qu'on rassemble les ingénieurs camerounais en leur disant nous avons besoin des ponts, construisez-nous un pont, le pont dont nous avons besoin à Douala, avec la technologie, la technologie camerounaise, les moyens camerounais, l'approche IMO. Je crois que pour moi, c'est un très bel exemple de ce qu'il faut faire et non pas reproduire indéfiniment le système colonial dans lequel, dans tous les chantiers au Cameroun, on a un blanc revêtu de bottes, l'ingénieur et une masse de manœuvres nègres. C'est vraiment une image qui ne doit plus exister aujourd'hui. Je pense que ce soit la dernière fois qu'on voit ça au pont sur le Vouré et que désormais, ce qui s'est passé à Boya, que cela devienne plutôt la référence en matière de conduite des infrastructures au Cameroun. Ça, encore faudrait-il que nous ayons toujours l'expertise, parce que le secteur des travaux publics que je connais un peu, pas autant que Dr Tahanda, on a essayé avec des PME camerounaises, mais qui ont parfois failli dans la réalisation de ces infrastructures routières. Donc ce n'est pas de gaieté de cœur, toujours que vous importez, laissez les dimension d'ingénierie où nous avons forcément parmi les meilleurs au monde comme ailleurs, parce que vous savez, les Camerounais sont intelligents. Et puis, il y a la dimension entreprise. Et malheureusement, souvent, c'est les entreprises qui construisent les ouvrages très importants et pas seulement les ingénieurs. Voilà. C'est là parfois que le bas peut blesser. Roger Betala. Bon, moi j'ai eu le privilège d'être à côté du chef de l'État lorsqu'il a procédé à l'inauguration de ce monument des cinquantenaires de la réunification et de l'indépendance. C'est véritablement impressionnant. Et je me suis dit, le know-how camerounais est vraiment, commence à être de très haute qualité et commence à être exportable. Et je crois que ce monument peut permettre véritablement aux autres de venir voir ce qui se fait ici et de pouvoir nous permettre d'aller expérimenter nos connaissances sur d'autres cieux. C'est donc un produit très important qui joue en faveur, qui milite en faveur
des connaissances et de la technicité des Camerounais. Merci. Roger, vous avez deviné, on a eu un petit embarras en cette fin d'émission. Nous n'avons pas pu avoir le zooming. Les unes n'étaient pas prêtes. Alors, Daniel vient de faire son entrée dans ce studio 2 du centre de production de Mbala 2. J'accueille Daniel. Menanga, bonsoir. Bonsoir, Aimé Robert, aux invités, chers téléspectateurs. Bonsoir. Si une sont arrivées à notre terminal ce soir, Mutation du lundi vous propose de découvrir la nouvelle vie d'André Siaka, l'ancien directeur général de la Société anonyme des brasseries du Cameroun, parle à cœur ouvert de son expérience aux brasseries. Et à 65 ans, il se projette vers de nouveaux défis. Découvrez toujours dans le journal de Xavier Messet ce que devient Mounchipou Seydou, l'ancien mine postal bénéficiaire de la grâce présidentielle, serait retourné à Fumban dans sa terre natale. Grâce présidentielle encore, Émergence vous propose l'intégralité du point de presse donné par le professeur Tite Edouard, ancien ministre secrétaire général à la présidence de la République. Incarcéré pendant 17 ans et ensuite libéré pour détournement de fonds publics. Petite incursion en sport, descente aux enfers de Canon de Yaoundé. Émergence annonce que l'ancien club mythique a joué hier sa 7e journée de championnat sans gardien de but. D'une à l'autre, Intégration vous propose une enquête sur la nouvelle vie de François Bozizé, l'ancien chef de la RCA. Se serait mis en guerrier invisible mais présent. Selon le journal de Thierry Ndong, il communique avec les populations et opère comme commandant anti-Balaka dans l'ouest de la RCA. Autre sujet d'actualité, toujours dans l'hebdomadaire Intégration, la France, le Royaume-Uni, l'Irlande, les Pays-Bas et le Danemark prennent le contre-pied de l'Union européenne dans le dossier des accords de partenariat économique, accord que le Cameroun s'apprête à ratifier. Économie encore, le quotidien de l'économie annonce la concurrence ouverte entre Simencam et la CIMAF, Ciment de l'Afrique SA. L'usine marocaine a une capacité de 500 000 tonnes de ciment par an. Et le Cameroun continue d'attirer les investisseurs. The Spark revient sur la visite cette fin de semaine de 3 diplomates étrangers, son Excellence Nikolai Ratsiborinski de la Russie, M. Omer Farouk de la Turquie et son Excellence David Gilmour des États-Unis. Et Cameroun Tribune précise le contenu des échanges à porter sur la sécurité dans le golfe de Guinée et l'ouverture prochaine d'une ambassade de Turquie au Cameroun également. Et pour sortir cette note triste, M. Obou Feugue est mort. L'ancien directeur général de la SNEC s'est éteint des suites de maladie. Voilà pour l'essentiel des nouvelles à découvrir dans les kiosques ce lundi. La primeur de l'info, c'est dans les unes du lundi et c'est sur Scène de Presse. À la semaine prochaine, Aimé Robert. Merci Daniel. On va conclure. Il ne me reste plus qu'à vous remercier, cher monsieur, d'être venu à cette édition de Scène de Presse. Dieudonné Somba, Roger Betala, Dr Tanhanda, et puis le secrétaire exécutif du JICAM, Alain Blaise Batongue. Bon retour à Bonanjo, à Douala. Merci à toutes nos équipes techniques et rédactionnelles. La presse qui est de la scène. Bonsoir.